Bon. Eh ben, bienvenue à chacun, chacune. Peut-être je peux te laisser, on peut vous laisser à chacun mettre vos micros en off pour éviter qu'il y ait des petits bruits. Et puis toi, tu m'assistes pour ça s'il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire ou qui se trompent. Bienvenue Chétane et bienvenue à vous toutes et tous. Ça fait chaud au cœur de se retrouver ce soir. Donc, juste un petit mot, parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, pour resituer la vague d'amour. Donc, c'est une initiative qui a déjà quelques années, dont l'intention est de, chaque dimanche soir, ou à d'autres moments de la semaine, si on ne peut pas le dimanche soir ou qu'on n'y pense pas, il n'y a aucun souci avec ça. Dans l'invisible, dans le subtil, ça n'a peut-être pas tant d'importance que ça. Et en même temps, ça peut en avoir d'être nombreux en même temps. Donc l'idée de se connecter chaque dimanche soir, qu'on soit sur Zoom ou hors Zoom ou avec des personnes en présentiel, une communauté religieuse ou autre, mais de se connecter en même temps, autant que faire se peut, quel que soit notre chemin spirituel ou religieux. C'est dans l'idée de méditer, de prier ensemble et que, quelque part, cette énergie du cœur, dont on va aussi parler tout à l'heure, puisse se relier ensemble et se diffuser et qu'elle contribue de cette façon à pouvoir apporter de la force à tous ceux d'entre nous qui œuvront pour un monde plus fraternel et respectueux du vivant. Donc, on est un certain nombre de personnes individuelles et de communautés spirituelles, religieuses. Et ça fait quelques années que ça dure. Et depuis quelques temps, pour quelque part entretenir le réseau et le faire vivre, on a souhaité inviter des personnes chaque premier dimanche soir du mois. Parce que sinon, les autres dimanches soirs, on se connecte juste pour la méditation à 20h45. Là, on la fera aussi tout à l'heure. Mais voilà, chaque premier dimanche du mois, on invite quelqu'un d'une tradition différente. Donc, on a eu des personnes du chamanisme, du soufisme, quelqu'un qui était orthodoxe, un rabbin, différentes personnes. Voilà. Et puis, il se trouve que Sophia et moi, on chemine dans la voie tantrique depuis quelques années, et notamment avec, avec notre enseignant, Chétane, qu'on a eu vraiment grande joie d'inviter. On te remercie beaucoup d'avoir accepté, puis d'être là avec nous. Et on avait un peu une trame qui a été pas mal sur le silence. Et là, on entame un cycle un peu sur le retour du cœur. Donc, il y aura peut-être plusieurs interventions qui traitent du cœur dans telle ou telle tradition spirituelle ou dans telle ou telle façon de la vivre. Et pour nous qui sommes dans cette école de Tantra Arc-en-Ciel, dont tu vas nous parler peut-être un tout petit peu, c'est une voie du Tantra qui intègre vraiment pleinement le cœur et quelque part qui commence par là, en fait. Donc voilà, Chétane, tu es enseignant Tantra depuis un bon moment maintenant et nous, on est heureux de cheminer avec toi, on est heureux que tu sois là ce soir et voilà, j'ai envie de te laisser la parole. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste, merci Sophia, merci à toutes les personnes qui sont là. Je me sens à la fois très heureux, honoré et un peu intimidé. Je ne suis pas du tout habitué à ce genre de connexion, de communication par Zoom ou des moyens similaires. Je crois que j'ai fait une seule fois il y a 2 ans quand j'étais bloqué au Brésil là, pendant le confinement. Mais depuis, je n'ai pas refait. Donc, merci de pardonner mon manque total de professionnalisme à ce sujet, d'une part. Et puis d'autre part, je suis légèrement un petit peu pris. Mais voilà, malgré ces conditions, vraiment très heureux d'être là, de partager quelque chose qui me tient à cœur, vraiment beaucoup. Et ce qui me tient à cœur, c'est le thème de notre entretien ce soir, la place du cœur dans le tantra et au-delà, bien sûr. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, et encore maintenant, bien que les choses progressent petit à petit, mais il y a une très forte association entre tantra et sexualité ou pratique sexuelle. Ce qui n'est pas entièrement faux, et qui, à mon sens, est extrêmement limité. Ce n'est pas entièrement faux parce que c'est vrai que le tantra, avec certains aspects du taoïsme et du chamanisme, ce sont les seules voies spirituelles, à ma connaissance, qui intègrent positivement cette énergie racine, cette énergie sexuelle, cette énergie vitale qui est présente dans tous les êtres humains. Alors que la plupart des autres traditions spirituelles et la quasi-totalité des principales religions dans le monde ont une approche souvent culpabilisante, enfermante, jugeante,
etc., par rapport à cette énergie. Et c'était le cas de beaucoup d'entre nous qui se sont intéressés au tantra ou qui se sont investis dans cette voie, comme c'est mon cas depuis maintenant 1979. J'ai eu la chance de commencer très jeune, et avec auparavant une phase chrétienne assez intense, d'abord comme enfant, puis après avec un rejet initial en tant que préadolescent. J'ai retrouvé une foi chrétienne très forte à l'adolescence, au point de vouloir être prêtre ou moine quand j'avais 18 ans. Et en même temps, je ressentais en moi ce feu de cette énergie vitale. Et heureusement que je ne suis pas devenu prêtre, j'aurais fait un prêtre épouvantable, je crois. Et à la place, j'ai découvert le yoga, où le corps avait sa place, mais toujours pas cette énergie vitale. Et ensuite, les thérapies, les nouvelles psychothérapies qui venaient de Californie pour beaucoup, la bioénergie, la gestalt, etc. Et je me suis lancé à fond là-dedans. Et là, j'ai trouvé un moyen d'expression, à la fois des frustrations, des blessures qui, pour moi, accompagnaient cette énergie, et aussi l'expression du flot de cette énergie. Et par contre, ce qui me manquait, c'était des moments ou des espaces où le côté méditatif, le côté contemplatif, que j'avais connu aussi bien dans la phase chrétienne que dans le yoga, n'avait pas beaucoup de place. Il n'y avait pas vraiment cette dimension-là présente. Donc, je me sentais à nouveau incomplet, différemment incomplet, mais encore incomplet. Et lorsque j'ai eu la chance de rencontrer le Tantra, c'était au mois d'août 1919, dans un endroit qui existe toujours, l'espace des possibles, près de Méché, sur la côte ouest. Waouh, ça a été une révélation de sentir que toutes ces dimensions de mon être pouvaient être reconnues et donc s'intégrer et s'aligner. Du plus dense, du désir le plus puissant, jusqu'au plus subtil, jusqu'à la connexion vraiment avec le ciel, avec le divin, on peut dire, et en passant par le cœur. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, je voudrais vraiment démystifier le tantra comme une approche basée essentiellement sur le sexe ou l'énergie sexuelle. C'est une approche, dans ce que j'en comprends, qui reconnaît cette énergie, qui honore cette énergie, qui est aussi le fondement de notre existence. Si nos parents et leurs parents, jusqu'à une origine qui nous est encore inconnue, n'avaient pas eu des rapports sexuels, on ne serait pas là tous aujourd'hui. Donc, il y a déjà la reconnaissance de cette énergie comme un moteur essentiel de notre humanité. Et puis, par ailleurs, le tantra comme le taoïsme partagent cette compréhension profonde qu'il y a plus que la force qui nous conduit à se reproduire en tant qu'espèce. Il y a des mystères et des potentiels immenses qui sont cachés dans notre énergie vitale. Et pour moi, la voie du tantra permet de découvrir peu à peu ces mystères, de les explorer et d'en bénéficier, je dirais. Et pour moi, peut-être un mystère qui n'est pas vraiment un, dès qu'on se donne la peine de regarder de près, c'est que cette énergie n'est pas limitée à la zone sexuelle. Même si à l'origine de cette zone, elle peut se diffuser dans notre corps, et en particulier le long de ce qu'on appelle en yoga la Shushumna, que Margot Anand, qui a été ma principale enseignante tantra, que je salue au passage, appelle la flûte intérieure, et que moi j'aime bien appeler notre arc-en-ciel intérieur. Cet alignement des 7 principaux chakras tout le long de la colonne vertébrale et jusqu'au sommet du crâne. Et peut-être que je vais en parler un petit peu pour rendre tout cela plus compréhensible. J'ai conscience que parmi les gens qui sont présents ce soir, il y a des personnes qui connaissent par cœur les chakras, mais peut-être que d'autres personnes connaissent moins. Alors, sans faire un enseignement complet là-dessus, ce qui n'est pas le but de notre rencontre, je voudrais donner quelques points de repère. Donc, moi, je me réfère à la carte traditionnelle des 7 principaux chakras. Il y a d'autres cartes, il y en a 8, 9, 10, 12, plus bien sûr tous les chakras secondaires qu'on a dans les mains, sur la plante des pieds, etc. Mais cette carte des 7 principaux chakras, j'ai pour elle un grand respect parce qu'elle a été mise au point par des générations et des générations de yogis et de tantrikas qui ont fait vraiment un puissant travail intérieur, qui sont rentrés profondément en eux-mêmes. Et aussi, c'est une carte que, dans mon expérience, je trouve tout à fait valable, qui correspond à mon expérience et à celle que je vois des gens pratiquer autour de moi. Donc, dans cette carte, il y a au niveau du périnée, ce qu'on appelle donc le plancher pelvien également, le Muladhara, le chakra racine, qui correspond à la force de ce désir qui fait qu'on est vivant. Ça correspond aussi à notre rapport à la Terre, à notre profonde présence en tant que citoyen de la Terre, notre appartenance à la Terre. Donc, il y a ces 2 aspects d'enracinement et de désir qui sont présents
selon les écoles, on met plus l'accent sur l'un ou sur l'autre aspect. Pour moi, je reconnais pleinement les deux. Alors, on associe parfois la couleur rouge dans cette notion d'arc-en-ciel, la couleur vraiment la plus vitale. Et donc, souvent, le tantra propose de commencer par explorer ou par libérer cette énergie. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, il y a des peurs, des tabous ou des blessures à ce niveau. Pour beaucoup de femmes, et on en parle beaucoup actuellement, et c'est une bonne chose, il y a des blessures d'abus qui sont là, de petits abus à d'énormes abus. Pour beaucoup d'hommes, ça peut être parfois des abus, mais ce sont de la frustration qui est là, surtout. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a aussi une non-reconnaissance de la part de nos familles lorsqu'on était enfant et adolescent à ce niveau-là. Quand j'étais, moi, adolescent, il y avait une totale absence de tout discours à ce sujet, ou, en tout cas autour de moi et dans les milieux chrétiens où j'évoluais. Et maintenant, il y a peut-être une surinformation et un surcroît d'images avec tout le phénomène du porno, dont bénéficient, avec de gros guillemets, les jeunes gens et jeunes filles à l'heure actuelle. Donc, une différence dans le flot d'informations, mais pas d'informations et surtout de formation réelle et centrée, ou très peu, malheureusement. Donc, il y a toutes ces blessures. Et pour moi, commencer l'approche du tantra par ce premier chakra fait qu'on va heurter en plein ces blessures, ces peurs, ces tabous, ces jugements. Donc, ce n'est pas mon approche. Mon approche, c'est de commencer par le cœur, et j'expliquerai plus tard pourquoi. Mais je voudrais remonter dans l'échelle des chakras. Donc, si on passe du premier au second chakra, c'est juste quelques centimètres. On va arriver à ce qu'on appelle le swadhisthana en sanskrit. J'aime bien la poésie des noms sanscrits et leur puissance aussi, évocatrice, qu'on appelle aussi le hara en japonais, et sous le nombril. Et pour moi, c'est le passage de la puissance comme d'un torrent de montagne, du premier chakra, de cette énergie au premier chakra. C'est comme si le torrent arrivait dans la plaine et ça devient une rivière étale, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus large. Donc cette énergie de désir, elle peut se transformer en sensualité. Et à ce moment-là, on peut la partager avec beaucoup d'autres personnes et la vivre dans plein de dimensions. La couleur orange également. Bon, c'est aussi le centre de gravité du corps. Il y a bien sûr beaucoup d'aspects pour chaque chakra, mais je vais juste dire l'essentiel. Ensuite, le troisième chakra, le plexus solaire, Manipura en sanskrit, c'est le chakra de notre expressivité, de notre énergie créatrice, de notre énergie qui permet de partager qui on est, une énergie rayonnante, on pourrait dire notre puissance personnelle, à ne pas confondre avec le pouvoir, pris au sens de pouvoir sur l'autre ou sur les autres. À mon sens, le pouvoir est une crispation de cette énergie lorsqu'elle n'est pas alignée, lorsqu'elle n'est pas pleinement reconnue en tant que telle. Donc, ces trois premiers chakras constituent notre partie animale. Et le tantra, comme le chamanisme par exemple, a un grand respect pour notre animal intérieur. Notre animal est vital, notre animal est innocent, il a une grande forme de pureté. Notre animal nous permet de goûter aussi pleinement à ce domaine de l'incarnation sur cette terre, d'être aussi en communion avec justement les autres espèces animales et végétales. Alors, il y a un gros défaut dans ce positionnement, lorsqu'on se vit essentiellement au niveau des trois premiers chakras, ce qui est encore le cas d'une grande partie de l'humanité. Si on regarde des choses de près, c'est que malgré toutes les bonnes intentions, lorsqu'au niveau énergétique, on est positionné sur l'un de ces trois premiers chakras ou sur l'ensemble des trois, toutes nos actions, toutes nos relations avec les autres ont pour but de satisfaire nos pulsions, nos plaisirs, nos désirs, notre besoin d'expansion, de valorisation, etc. Donc, tout autour de moi, mes besoins. Et c'est ce qu'on voit au niveau global. Quand on regarde les conflits d'intérêts, les conflits entre groupes humains, entre nations, etc., c'est vraiment ce qui est très présent. Comme cette mouche d'ailleurs qui vient me rendre visite. Et tant que l'humanité avait des moyens technologiques relativement limités, c'est-à-dire pendant de nombreux millénaires, et jusqu'à une époque très récente, c'est quelque chose que la Terre et l'humanité en tant que telle a pu supporter, avec de grands prix à payer, de grandes souffrances, certes, mais les choses pouvaient aller cas à cas. Avec les énormes moyens de création et de destruction
dont nous disposons actuellement. Les choses sont complètement différentes. Depuis plusieurs mois, on parle à nouveau de risque de guerre nucléaire, avec tous les énormes dangers que cela comporte pour une grande partie de l'humanité, voire sa totalité. C'est quelque chose qui est une situation incroyable. Comment les êtres humains d'il y a un siècle, 2 siècles ou 2 millénaires pouvaient imaginer cela? Pourtant, c'est notre situation. Et donc, jusqu'à une époque récente, des êtres en recherche spirituelle ou par leur vie personnelle, familiale, vivaient une forme d'ouverture du cœur, mais c'est resté assez restreint. Maintenant, je crois qu'on est appelé à quelque chose de beaucoup plus global, si on veut, et j'ose le dire, survivre en tant qu'espèce. Parce ce qui se passe lorsqu'on passe du 3e chakra, ou des 3 premiers, au 4e, c'est qu'il y a un changement, on peut dire, de paradigme, un changement d'échelle. Et il y a cette différence d'espace qualitative qui est que, au niveau du cœur, l'autre, les autres, deviennent aussi importants que soi-même, et parfois même plus. Et ça donne un point de vue sur la réalité complètement différent. Comment je peux exploiter quelqu'un ou dégrader la nature quand le cœur est ouvert? C'est impossible. Et ce n'est pas une question de croyance. Moi, j'ai vécu à une époque, donc dans l'après 68, où on croyait encore à certaines formes de communisme, pour beaucoup d'entre nous, qui paraissaient comme une alternative généreuse au capitalisme. Et ça s'est planté complètement. Ce n'est pas de l'ordre des croyances que l'on a, à mon sens, c'est l'ordre de ce positionnement réel, authentique, de là où on en est dans notre énergie. Et lorsque on passe des 3 premiers chakras au cœur, il y a un changement majeur. Il y a un changement où l'on passe de cette recherche du pouvoir, consciente ou inconsciente, donc, de l'amour du pouvoir, il y a ce basculement vers le pouvoir de l'amour. Et ce pouvoir de l'amour, il pétrit notre patte humaine. Ce pouvoir de l'amour, il nous transforme à tous les niveaux de notre être. Et ce n'est pas toujours facile. Chacun d'entre nous le sait. Ce pouvoir de l'amour, pour moi, c'est le vrai espoir de l'humanité. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se vit comme un antagonisme avec notre partie animale, mais au contraire comme un fleurissement, comme une maturation. Et quand on se coupe, on juge, on condamne nos aspects animaux, souvent, ils viennent, ils se vengent. C'est très différent de faire des discours sur l'amour et d'être dans un espace d'amour. Pendant longtemps, dans ces phases chrétiennes dont je parlais, et malgré mes efforts sincères, je cherchais l'amour, je parlais sur l'amour. Je me rappelle d'un poème que j'avais écrit à l'époque, je devais avoir 17 ans, qui disait au début ma bouche déclame des mots de paix et d'amour, mais je rêve de combats et de viols. Et je n'étais absolument pas intégré dans mes énergies. Et je vois pas mal de gens autour de moi, et je dis ça avec beaucoup d'empathie aussi, qui ont ce désir sincère d'aimer, d'être dans le cœur, mais qui sont traversés par tellement de conflits intérieurs, habités par tellement de répression, de jugement, etc., que c'est très difficile d'ouvrir le cœur et de s'y maintenir. D'ailleurs, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour moi également. Mais je crois que faire le travail intérieur pour intégrer notre partie animale, pour être à l'aise avec notre énergie sexuelle, c'est des conditions qui permettent d'arriver au niveau du cœur et d'être présent dans cet espace le plus souvent possible et de fonctionner une majorité du temps, en tout cas une grande partie du temps, à partir de cet espace intérieur. Et déjà, dans ce voyage que nous faisons en tant qu'être humain, arriver au niveau du cœur, c'est merveilleux. Mais ce qui est fabuleux, c'est que le voyage ne s'arrête pas là. Il peut continuer si on reste ouvert. Et donc, on continue à monter dans l'échelle des chakras, on arrive à celui de la gorge, le moment de l'éclaircir un petit peu et de boire une gorgée de tisane. Donc, Vishuddha en sanskrit. Et la gorge est ce lieu de passage extraordinaire et continuel entre l'intérieur et l'extérieur. Avec chaque respiration, chaque souffle, il y a ce passage de l'air dans ma gorge que je prends à l'inspire et que je laisse aller à l'expire. Et puis, plusieurs fois par jour, il y a ce passage de la nourriture, ou des boissons que l'on avale. Et puis, il y a les paroles que l'on exprime, ou les chansons,
que l'on chante. Donc, c'est un lieu extraordinaire de lien, de passage, de connexion entre le monde intérieur, le monde qui est dans notre corps, dans notre psyché, et le monde extérieur. Et il y a une phrase toute simple de mon enseignant spirituel principal, Osho, qui m'a marqué. Osho disait, chaque fois que vous êtes dans votre vérité et dans votre créativité, même pour des choses très simples, vous ouvrez ce chakra. Chaque fois que vous êtes dans le compromis ou dans faire les choses de façon conformiste, vous fermez ce chakra. Et donner des exemples, on peut vraiment faire des choses toutes simples comme préparer un plat à cuisiner ou décorer une pièce. Voilà, il y a 1000 exemples dans la journée où on peut mettre un petit peu de soi, un petit peu de créativité. Et donc, mine de rien, d'ouvrir ce chakra de la gorge. Et puis, quand la conscience et l'énergie montent encore plus haut, on arrive au troisième œil, Ajna, qu'on appelle aussi l'œil de Shiva. Et à mon sens, il y a encore un shift, encore un changement profond de l'énergie quand on arrive à cet endroit. L'énergie qui à la racine était désir, qui se transforme en puissance personnelle, en amour, en créativité. Elle change encore de qualité. Elle devient ouverture au mystère, à l'intuition, à la guidance. Et en particulier dans ce chemin du tantra, on met l'accent là-dessus, à l'extase. L'extase qui est beaucoup plus que le plaisir, beaucoup plus même que la joie, qui est cette dissolution de l'être fini dans quelque chose de beaucoup plus vaste, ce qui amène aussi un plaisir, une joie immense, et d'une autre qualité, d'un autre niveau vibratoire, on pourrait dire. Et lorsque la conscience vient s'installer, ou en tout cas vient visiter le sommet du crâne, le sahasrara, le lotus aux 1000 pétales, il y a un silence qui s'installe. Et c'est très dur donc de parler à partir de là. Il y a une vastitude. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune notion de jeu, d'un jeu séparé. S'ouvrent les portes de l'inconnu, de l'infini, de l'éternel, d'une extase incroyable. Je crois que lorsqu'en tant qu'être humain, on a la chance de goûter ne serait-ce qu'un moment la présence à ce niveau de l'être, on se rend compte du cadeau incroyable que c'est d'être humain, d'être dans cette incarnation humaine, malgré tous les challenges, toutes les difficultés. Nous avons un tel potentiel, qui attend juste d'être vu, d'être perçu, d'être reconnu, d'être exploré. On n'a pas à le créer, ça nous est déjà donné par l'existence. Dans les mondes matériels, on a des choses à faire, à créer pour avoir une maison, une voiture, etc. Dans le monde intérieur, on a juste à arrêter un peu de courir, justement, à l'extérieur, et à percevoir, à ressentir, à rester là, à rester avec. Donc pour moi, cette exploration de notre densité, de notre aspect de désir, de nos pieds dans la terre, jusqu'à cette ouverture vers l'infini, vers le ciel, vers le cosmique, vers l'éternel, c'est tout ça le chemin du tantra. Et c'est ça le vrai tantra, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est important de ne pas privilégier un espace, un chakra, un niveau de réalité, mais de s'entraîner quelque part à pouvoir explorer avec fluidité ces différents niveaux. Et selon les situations, selon les challenges de la vie quotidienne, pouvoir être très enraciné, parfois c'est vraiment important et même ça peut sauver une vie parfois, ou sortir d'une situation difficile, ou être vraiment dans le cœur, dans cette ouverture, ou bien parfois s'ouvrir à des espaces encore plus subtils. Quand j'ai commencé à animer des stages de tantra, donc après avoir exploré intensément cette voie pendant une douzaine d'années, donc c'était en 91, j'ai appelé mon approche et mon réseau le jardin du tantra. Et en tant que jeune animateur et encore relativement jeune homme, il y a tout ce côté merveilleux du tantra, comme de goûter plein de fruits exotiques dans un jardin tropical qui m'enchantait et que j'avais envie de partager. Et puis au fil des expériences, et alors avec un peu plus de maturité, je me suis rendu compte qu'à travers tous les hauts et les bas, tous les moments d'exultation et les moments parfois de peine, voire de désespoir, les ouvertures et les fermetures,
ce qui se dégageait comme le plus important, c'était cette présence au niveau du cœur. Le cœur qui comprend aussi bien le bas que le haut, qui comprend le dense et le subtil, qui comprend l'intérieur et l'extérieur, qui rassemble, qui réunifie, qui donne aussi de l'empathie, de la bienveillance, de la compréhension, voire de la compassion pour les autres et pour soi-même. Et ça a frappé avec une telle évidence que j'ai changé le nom de mon réseau. Je l'ai appelé le Tantra du cœur, donc ça devait être en 96 ou 97. Et je crois que j'étais le premier en France, à ma connaissance, à employer cette expression Tantra du cœur. Donc j'ai animé beaucoup de stages jusqu'en 2001, et les circonstances de la vie m'ont amené à partir à Hawaï à partir de septembre 2001, après le fameux 11 septembre, quelques jours après, et y rester pendant près de 10 ans. Et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que quelqu'un en France qui avait été assistant dans un ou deux de mes stages avait repris cette expression tantra du cœur, avait créé sans rien me dire ou me demander un site web, le tantra du cœur. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis que je ne suis pas content, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas correct? Et est-ce qu'on va commencer à déclencher une guéguerre des tantras du cœur? Ça me paraissait tellement à l'opposé de cette notion même et de cette réalité du cœur que j'ai laissé tomber, j'ai lâché prise. Et donc, j'ai cherché un nouveau nom pour désigner mon réseau et mes pratiques. Et à Hawaï, j'ai eu la chance de voir un nombre incroyable d'arcs-en-ciel. J'habitais souvent du côté pluvieux des îles montagneuses, donc du côté où il y avait beaucoup de pluie, de soleil et donc d'arc-en-ciel. Et pour moi, c'est la manifestation dans ce qui est visible, la plus proche peut-être du monde invisible. Un lien entre l'invisible et le visible, et un cadeau vraiment incroyable de l'existence. En plus, donc avec les 7 couleurs, ça rappelle ces 7 chakras dont on vient de parler. Donc il m'est venu naturellement de proposer un nouveau nom qui est le Tantra Arc-en-Ciel, qui est donc le nom que j'emploie aujourd'hui pour la petite école qui est en train de grandir. Je suis très heureux que vous en fassiez partie, Jean-Baptiste et Sophia, avec d'autres amis, et que voilà, on puisse diffuser cette approche du Tantra centrée sur le cœur et qui a justement à cœur, si je peux dire, de proposer une approche qui respecte et qui englobe tous les niveaux de notre être. On fait un petit moment de silence, laisser résonner ce qui a été dit, quelques instants. Okay, merci. Bien. Alors, s'il y a soit des questions à me poser, soit des partages, comme l'heure passe assez vite, je vois mon réveil là, c'est peut-être un moment pour ça. Ouais, bienvenue. Tu avais aussi évoqué peut-être une petite pratique, je ne sais pas, est-ce que tu souhaites le maintenir ou laisser plus Oui, oui, c'est vrai qu'avant de passer à ces partages ou ces questions, ça peut être une bonne chose. Merci de ce rappel. Une pratique toute simple, c'est de prendre quelques secondes pour s'étirer, faire quelques grimaces si on a envie. Ouah. Donner de l'espace à notre corps, peut-être faire un son ou deux. Ah. Peut-être secouer un petit peu les bras, les mains. Ouah. Ah. Et puis peut-être poser une main au niveau du cœur et l'autre main où on sent au niveau du ventre, et faire un lien comme un pont entre notre partie vitale et notre partie sensible, donc dans le cœur. Sentir peut-être comment notre partie vitale, animale, peut offrir un support, comme une colonne puissante, sur laquelle notre cœur peut venir prendre appui. Ne pas opposer ce qui a pu être opposé dans différentes cultures ou religions, mais au contraire, inviter à une intégration.
Et prendre 2-3 grandes respirations dans la poitrine, dans le cœur. Inviter cette énergie du cœur à être présente et à rayonner partout dans notre corps. On peut mettre aussi un point de conscience entre les sourcils au niveau du troisième œil, s'ouvrir à ces espaces encore plus subtils, s'ouvrir à la guidance, à l'intuition. Voire même petite présence d'extase ou de félicité. Sentir cet alignement entre nos 3 principaux centres, ce qu'on appelle les dantians dans la pratique taoïste, dans le ventre, dans le cœur, dans la tête au niveau du troisième. Notre partie animale, notre partie humaine, notre partie divine. Tout cela qui est nous, qui est notre trésor intérieur. Et le trésor de chacun, de chacune. Et on peut laisser nos yeux se réouvrir et donc ouvrir l'espace pour des partages ou des questions. Alors, je vais remettre Chetan au milieu de tout le monde pour qu'on voit qui a envie d'intervenir. Si vous avez une question, une résonance, quelque chose qui vous a touché, fait écho à votre expérience. Moi, j'ai une question. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Mickaël. Chetan, merci beaucoup pour tes paroles, pour ton énergie. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de t'écouter. Et en fait, ce qui est présent là, Chetan, c'est ces trésors dont tu parles en tant qu'être humain incarné que nous sommes. En fait, la question que j'ai, c'est comment se servir de nos expériences de vie quotidiennes, tu vois, d'être vivant dans nos relations, dans nos expériences, toutes nos expériences pour révéler ces trésors, en fait. Parce que tout ça, ça me fait tellement du bien de l'entendre, mais je sens que le vrai trésor, en fait, c'est de pouvoir l'exprimer dans la vie. Et j'ai envie de t'entendre là-dessus. Je sais pas, c'est ça ma question. Merci beaucoup, Mickaël. Je trouve que c'est une excellente question. Moi, j'ai un moyen privilégié que j'ai beaucoup utilisé pour moi et que je partage maintenant avec d'autres, c'est des stages intensifs qui permettent de se focaliser vraiment sur cette recherche avec des personnes qui sont dans la même optique, avec des personnes qui peuvent guider parce qu'elles ont une formation et une préparation nécessaire pour ça. Donc, je crois qu'il y a un tel poids de la société que je ne veux pas condamner. Il y a de très belles choses dans notre société, mais ce n'est pas une société tantrique et ce n'est pas encore, bien qu'il y ait des changements, une société où l'accent est mis avant tout sur la progression de la conscience. Donc, on subit tous ce poids ambiant. Donc, parfois, s'entraider à s'échapper de cette pesanteur en mettant pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, vraiment nos ressources en commun avec des pratiques adéquates, pour moi, c'est un moyen vraiment important. Après, il y a l'après-stage. Et là aussi, il y a des enjeux parce qu'on n'a plus justement ce support privilégié du groupe et des pratiques communes. Et pour moi, l'indication que je donne à mes stagiaires, c'est de trouver, parmi toutes les pratiques que l'on peut partager pendant un stage, s'il y en a une ou deux
avec lesquels on se sent en résonance, là où on en est dans notre chemin, et d'essayer de les intégrer le plus possible. Et il vaut mieux avoir une pratique toute simple, ordinaire, pas très compliquée, et qui nous parle et qu'on peut faire tous les jours, ou si c'est une pratique plus longue, une fois ou deux par semaine, et s'y tenir, que de se dire je vais attendre que toutes les conditions soient réunies, le temps, le bon partenaire, plein de disponibilité, et ça vient rarement. Donc intégrer au quotidien une ou deux pratiques, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Et pour moi, la pratique principale, et pour des millions de gens sur Terre, et ça depuis très longtemps, c'est la conscience du souffle. C'est ce que disait le Bouddha aussi, être conscient de chaque inspire, de chaque expire, éventuellement des petites pauses entre les deux. Et je sais que ça change toute ma qualité de présence à moi, à l'autre, à tout ce qui est autour, lorsque je suis dans ma tête, dans mes activités. Aussi, pendant quelques secondes, je fais ce retour à moi et à ce qui est toujours là, en tant qu'être humain, du premier au dernier souffle, la respiration est là. Et elle peut se faire sans notre conscience, heureusement, autrement on serait tous morts déjà, mais on peut y placer notre conscience. Et tout d'un coup, on est axé sur ce processus qui fait justement le pont entre intérieur et extérieur. Et l'air que je respire est aussi respiré par les personnes proches de moi, et même à leur façon par les plantes et par les animaux. Donc ça nous connecte tous quelque part. Donc se rappeler de cette conscience du souffle, pour moi, c'est la pratique royale et en même temps extrêmement simple qui m'habite de plus en plus. Après, il y a quelques techniques. Alors, être conscient du souffle, c'est ne rien faire, c'est juste observer. Après, il y a quelques pratiques liées au souffle que l'on peut aussi intégrer. Et par exemple, une grande inspiration, arrêter quelques secondes, une grande expiration, arrêter quelques secondes, la fameuse respiration au carré des yogis, ça peut aider. Après, je ne vais pas faire une course à la respiration, mais on a une ou deux pratiques que l'on peut inclure, et en particulier dans des moments difficiles, des moments de stress, des moments où on sent monter par exemple, de l'angoisse, de la peur ou de la colère. Le souffle aide à modifier ce terrain qui commence à changer d'une façon qui ne nous est pas bénéfique. Donc, avoir une ou deux pratiques, ou un ou deux outils dans notre trousse à outils, ça peut être extrêmement profitable. Voilà, donc ça, c'est une pratique extrêmement simple. Après, chacune ou chacun ici, je crois, en a déjà. Se connecter à d'autres, comme dans la vague de paix et d'amour, c'est une très belle pratique. Je trouve ça merveilleux, je le fais depuis quelques temps et je trouve que c'est vraiment une magnifique initiative. On en a beaucoup besoin en ce moment, peut-être plus que jamais. Donc, induire la dimension du collectif. Et entre les deux, ça peut être la dimension du rapport avec notre personne. Si on a un conjoint, un partenaire, ou une amie, et pouvoir inclure des respirations à deux. Alors moi, je serais tenté de dire des pratiques tantriques à deux, mais ça peut être des pratiques soufis ou autres. Mais c'est vrai que de pratiquer avec quelqu'un, ça aide déjà à se tenir à un horaire, on peut se rappeler l'un l'autre, à se motiver. Et ça rend aussi sur la pratique plus agréable et plus juicy, comme on dit en anglais. Plus, juteuse, ça ne sonne pas très bien en français, mais comment on pourrait dire ça pleine de saveurs, voilà, savoureuse. Pétillante. Pétillante, merci. Merci, Chétan. Merci, Michael. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser une question ou de faire un partage? Oui, Bruno, bonsoir. Moi, je voulais témoigner d'une chose. Bon, Jean-Baptiste, merci de m'avoir mis en relation avec le tantra. Voilà, moi, je n'ai pas pratiqué. Il se trouve que j'ai rencontré Jean-Baptiste en faisant une méditation au chaud. Je fais assez régulièrement à Saint-Paul-les-Romans, hein, chez Isabelle Guedret. Il m'a envoyé donc une vidéo. Que vous aviez faite et j'ai un lien vers ton site, Chétan. J'ai visionné ton site et j'ai été touché par la personne que tu es, ce que tu as témoigné. Il se trouve que Osho est quelqu'un avec qui j'ai un parcours particulier. J'ai pu être en résistance par rapport à certaines de ses facettes et en même temps, je suis très touché par les messages lumineux qu'il a pu transmettre. J'ai lu quelques livres qui m'ont vraiment bouleversé, enfin très touché. L'Évangile selon Thomas, par exemple, par rapport au message chrétien. Et tout récemment, en te visionnant, tu as fait référence à un livre que j'ai acheté, que je suis en train de lire et qui vient vraiment, c'est l'Île des secrets.
Mhm. Et voilà, je voulais t'en remercier, enfin vous en remercier là. Et vraiment, moi, il m'apporte plein de choses. Et je pense que je vais te contacter ensuite aussi pour vraiment avoir des pratiques en direct. Mais ça fait longtemps que je suis sur un chemin spirituel. Mais Osho vraiment me parle beaucoup. Hein. Il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose de radical dans plein de domaines. Et entre autres sur des pratiques, justement, là c'est vraiment des pratiques simples. Après, trouver sa pratique, hein, ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà, témoigner que je suis là-dedans en ce moment depuis quelques temps et c'est précieux. Merci Bruno. Merci pour ton Merci témoignage beaucoup. et j'accélère un tout petit peu parce qu'on va passer à la méditation dans 2 minutes. Et si tu veux faire toute petite résonance, Chétane, par rapport à Osho et Oui, de merci secrets beaucoup notamment. de ton témoignage et merci d'avoir cité le fait que tu as nommé des résistances par rapport à Osho, à son enseignement. Ça me paraît tout à fait légitime et normal vu toutes les situations, voilà, je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais qui ont entouré la vie d'Osho, les polémiques, etc. Et Osho qui était aussi un immense provocateur, quelque part, enfin, je me permets de le dire avec beaucoup d'amour pour lui. Et lorsqu'on découvre Osho, que ce soit par ses méditations actives, qui sont aussi des outils extraordinaires, et vraiment utile, je crois, pour nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, avec toute l'énorme sollicitation des médias, des téléphones portables, etc., c'est plus que jamais des outils précieux. Ou par le tantra. La plupart des enseignants de tantra ont été formés par des disciples d'Osho. Voilà, donc souvent on vient en contact avec lui, puis on a ces informations qui peuvent un peu déranger ou poser question. Et il faudrait toute une émission pour en parler en détail. Mais il y a un livre que je conseille vivement qui s'appelle « Autobiographie d'un mystique spirituellement incorrect » par Osho. Alors, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais après sa mort, c'est des disciples qui ont pris dans ses discours et qui ont mis par ordre chronologique un peu sa vie, puis après qui répondent aux principales questions. Et beaucoup de gens m'ont témoigné que ça les a aidés à mieux appréhender Osho. Et là, je suis en train de lire actuellement un livre qui me touche énormément, qui est une compilation qui s'appelle « Contemplation du soir », en français, donc il y a beaucoup de livres en anglais, il y en a 600 à peu près en anglais, mais il y en a au moins une cinquantaine traduits en français, et ce livre, je trouve, mais c'est une pure merveille, c'est pépite après pépite, et voilà, je crois que dans le monde compliqué d'aujourd'hui, pour moi, le message d'Osho est à la fois éternel, en résonance avec les grands maîtres de l'humanité, et en même temps, ce qui est très précieux, c'est qu'il est adapté hein, par le langage, par les exemples qu'il donne, par les références, aux découvertes d'aujourd'hui, qu'elles soient psychologiques, scientifiques, voilà, adapté à notre culture. Donc, je voudrais inviter à lire, Osho, à l'écouter, hein, et puis à en bénéficier autant qu'on peut, en sachant bien sûr qu'il y a d'autres grands maîtres qui ont aussi un enseignement extraordinaire. Moi, je suis aussi beaucoup touché par Eckhart Tolle ou Arnaud Desjardins, par exemple. Voilà. Mais il y a quelque chose aussi de très rebelle chez Osho, qui secoue un peu le cocotier de la bien-pensance. Et je trouve que ça fait du bien. Hein. Voilà, donc j'encourage de le lire. Moi, ce livre, le livre des secrets, je l'ai lu, j'avais 24 ans, ça a changé ma vie. Après, je suis parti à son ashram, mais c'est sans doute la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Donc, merci à Osho, merci à tous les maîtres, merci à toutes les personnes sur le chemin, merci à nous tous qui sommes ici pour partager ce soir. Merci. Merci à toi, Chétan. Il est 45. Eh bien, pour cette deuxième partie de la vague d'amour et de paix, je vais nous inviter tout simplement à... On accueille les gens qui arrivent, à venir fermer les yeux, trouver votre douce verticalité. Et comme nous invitait Chétan à le faire, venir se connecter entre terre et ciel, entre cet espace d'ancrage, de racines, et cet espace d'infinité, d'intuition. De venir simplement respirer dans notre cœur. Ce cœur qui comprend tout et par lequel ce soir, avec l'ensemble des communautés de la vague d'amour et de paix qui sont elles aussi avec nous à distance, respirer ce même air. Se nourrir de cette vague d'amour et de paix. Et depuis le cœur, simplement
l'expirer, la faire circuler. Bonne méditation à nous.
Merci à chacun, chacune pour votre présence ce soir, dans nos différences et cette union. À ceux et celles qui le souhaitent, bienvenue tous les dimanches soirs à 20h45, de 20h45 à 21h pour cette prière méditation en silence. Un grand merci à Chétane d'avoir été là ce soir. Un grand plaisir, un grand bonheur. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Une belle semaine à nous incarnés entre terre et ciel. Merci, belle semaine. Attention, je vais arrêter l'enregistrement.